Derrière, il y avait quand même la drogue. Donc je pense que mes parents, ils ont eu peur de ça. C'est vraiment, je pense, le problème. Et puis, bon, c'était très loin. Mon père m'a dit, mais quoi? L'Inde, mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas partir en Inde, ça n'existe pas. Pour lui, c'était pas dans son périmètre connu, comme tu dis, c'est l'inconnu. Josiane Chabel, bonjour. Bonjour. Donc, on est dans votre atelier à Belleville. On est au mois de juin 2022, après une longue période de pandémie. Et comment ça se passe alors à Belleville? À Belleville? Oui. C'est vaste. C'est Paris quand même. Belleville, j'y vis moi depuis 40 ans, donc comment ça se passe maintenant? Ça se passe que ça devient un quartier très prisé par, on va pas dire les bobos parce que c'est un terme un peu fourre-tout, mais c'est un quartier qui est devenu très à la mode, on va dire, alors qu'il y a 40 ans, c'était le quartier que tout le monde fuyait. Voilà, donc Belleville, c'est quand même magnifique, voilà. On peut le voir partout, c'est la vie, c'est vivant, c'est mélangé, c'est mixte. Voilà, donc mon atelier, il est au cœur de Belleville et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce lieu, bien que je suis en train de partir un peu vers le sud, voilà, la France. Aujourd'hui, on est quoi, le 18 juin 2022. On prévoit une grosse chaleur cette année, et en particulier aujourd'hui. Et cette ambiance de chaleur, pas trop de poussière, ça vous rappelle l'Inde, l'ambiance de Peace and Love. Peace and Love. Vous étiez parti en Inde il y a longtemps. Il y a longtemps, je suis retournée à plusieurs reprises quand même. Hein. Juste une parenthèse, avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'est rencontrés quand même il y a un certain temps. Peut-être après la sortie du bouquin, Rex Hotel. Donc nous, on se connaît, on peut se tutoyer. Hein. Avec plaisir. On est amis, on peut travailler autour de Rex Hotel. Hein. Avec plaisir, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc on parlait de l'Inde, parce que des fois ça te rappelle, quand il fait chaud, quand il y a la lumière, les couleurs. En plus tu es artiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu es plombière en même temps. Je suis iconoclaste, on va dire, avant tout. Voilà, iconoclaste et sûrement, moi je me rends pas compte, mais je pense que je suis pas une femme classique, on va dire. C'est vrai que du coup, l'Inde, oui, si tu veux parler de l'Inde, moi l'Inde c'est un phare dans ma vie. C'est comme un phare, c'est le pays où je suis arrivée presque par hasard pour la première fois quand j'avais 22 ans, mais où je suis toujours retournée parce que ça m'a mis une bonne claque et j'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup aidée par la suite. Et c'est un pays qui parle, je crois, à l'âme. Et du coup, je pense que je ne suis pas la seule à le dire, hein, parce que beaucoup d'autres en ont parlé plus tard. Moi, c'était très tôt, c'était dans les années 70. Il n'y avait pas beaucoup de gens encore qui partaient en Inde. Et c'est vrai que c'est resté un endroit où, quand j'ai un problème dans ma vie, je pense à l'Inde. Je dis, qu'est-ce que je trouverais comme réponse là-bas? Et peut-être un petit pèlerinage aux sources et peut-être qu'une réponse me sera soufflée.
Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de le faire. C'était en 1970 que tu étais parti. Oui. Donc tu avais quel âge à l'époque J'avais 22 ans. Et donc ça veut dire que tu as bien vécu mai 68. J'ai vécu mes 68, tout à fait. J'avais 20 ans en 68. Et 68, avoir 20 ans en 68, c'est le bonheur. Quelle chance. C'est une chance magnifique. Raconte-nous un peu comment ça se passait. Comment ça se passait? On vit dans des familles plutôt corsetées, brimées, pleines de morale, pleines de principes. Et puis d'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent. On se parle, on se rencontre, on délire ensemble, on chante ensemble, dans la rue, partout. On est tous amis. Des portes s'ouvrent, on a envie de tout faire avec les gens, et on a plein de projets, les choses deviennent faciles et évidentes. C'est ça 68 pour moi, c'est vraiment ça. C'était pas politique au sens politique que d'autres personnes ont vécu. Je n'étais dans aucun mouvement militant, j'étais plutôt une jeune fille très calme, étudiante et pas du tout politisée. Et d'autres l'ont vécu très politiquement, entre autres le compagnon que j'ai rencontré par la suite et qui lui l'a vécu politiquement. Mais ce n'était pas que politique. 68, c'était vraiment un humanisme comme je pense on en a vu rarement dans l'histoire. Quel était l'élément déclencheur de cette ambiance nouvelle, on va dire, quand les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent, les gens se parlent. Avant, ils se parlaient, mais on parle peut-être différemment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Beaucoup ont essayé de le savoir. Je pense qu'on ne le sait pas. C'est une alchimie à un moment donné, d'un temps, de différentes choses qui se passent. C'est un moment propice, on ne sait pas pourquoi. Un tournant de vie. Oui, mais pas seulement pour moi. Hein. Je crois que ça a été quelque chose qui s'est passé à l'échelle nationale, c'est sûr, hein, à l'échelle mondiale, ensuite, enfin européenne en tout cas. Et c'est vrai que il s'est passé quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des grèves énormes, plus personne ne travaillait, donc on voyait tout de suite les gens qui faisaient grève, hein, on était contents parce que du coup on avait le temps de se parler, on avait le temps de faire autre chose et on se rendait compte que c'était possible, tout simplement. Donc c'était possible de vivre autrement. Vous vous êtes rendu compte? C'est ça. Oui, c'était possible de vivre autrement. Pour moi, en plus, ça a été magnifique parce que je travaillais parce que ma famille n'avait pas les moyens de me payer des études réellement et j'essayais de passer mon bac pour pouvoir aller à l'université. Pour aller à l'université, il fallait son bac, de toute façon. Et le bac, je le passais en candidate libre, tout en travaillant. Et l'année de 68, ça a été le bonheur, parce que tous les examens ont été transformés. On ne passe plus le bac comme avant, on va faire un oral. Et nous, les étudiants qui avions fait des études uniquement par correspondance, on a été choyés parce qu'on faisait partie des gens qui n'avaient pas suffisamment d'argent. Donc ces gens-là, ils étaient choyés, et bien sûr, les profs, ils essayaient de nous aider. Normal. Donc c'est ça aussi 68, c'était un élan de solidarité. Donc j'ai passé mon bac en 68, c'est drôle de dire ça parce que on dirait qu'on nous l'a donné presque. C'est pas vrai, mais en même temps, je pense qu'on nous a aidés. Et pour moi, ça a été une porte aussi vers l'université qui m'a permis de faire ce que je rêvais de faire depuis toujours, des études de littérature, de lettres. Et donc voilà, c'est ça aussi pour moi 68. Et puis tu pars. Très vite, dans 2 ans après. Voilà, 2 ans. 2 ans quand même, ça veut dire que j'ai fait l'université, des études de lettres, que le vent de liberté a continué à souffler, mais toujours, avec des resserrements, hein, mais il est resté. Alors, il y a une différence entre 68 et 70.
68, il y a ce côté un peu quand même politique qui s'est passé avec les grèves, avec les syndicats, avec tout ça. Et 70, il y a eu aussi un vent qui est venu des États-Unis, hein, qui était le mouvement contre la guerre du Vietnam, hein, qui a apporté justement, alors là, une composante différente, qui était presque des fois antinomique avec 68, hein, qui était la paix. La paix, la paix et surtout comment on appelle ça, d'être pacifiste. Voilà, le pacifisme. Donc il y avait des manifestations contre la guerre. Voilà, et pour la paix. L'influence que ça a eu. Bon, moi, je me suis retrouvée davantage du côté de ces gens qui prenaient qui étaient pacifiques, parce que les gens de 68, ils n'étaient pas si pacifiques que ça, attention, hein. Il y a eu quand même des grosses échauffourées dans la rue, des bagarres, des pavés, des CRS. Des CRS, donc les 68 n'étaient pas pacifistes, hein. Attention. Donc, quand on parle 68-70, pour moi, c'est quand même deux choses qui se sont mises, quand elles ont été mises ensemble, ça a donné quelque chose, mais elles étaient antinomiques un petit peu au départ. Donc moi, j'étais plus séduite, parce que je n'étais pas du tout une bagarreuse, hein, par ce vent de liberté, ce qu'on a appelé après, bon, pas les hippies, mais oui, c'était un peu ça, c'était les hippies, avec le voyage. Alors là, il y a eu tout un truc avec Allen Ginsberg, etc., qui ont écrit sur la route, sur ce mouvement où on parlait de l'Inde aussi, hein. Donc l'Inde, et puis il y a eu les Beatles qui ont été en Inde, Ravi Shankar, mais c'était plus porté par des groupes de rock comme les Beatles quand même, qui avaient été dans un ashram, qui avaient fait des chansons là-dessus. Il y avait John Lennon qui s'était habillé en hippie aussi. Enfin, tout ça, il y a une culture qui est née à ce moment-là, qui a porté l'Inde. Tu t'es senti proche de ces gens-là Oui, qui très partaient. proche. Oui. Très proche. Oui, oui, j'ai été aspirée. J'ai vraiment été aspirée par ça. Et c'était presque un rêve qui est arrivé dans ma tête, mais que je ne pensais pas du tout réaliser. De me rapprocher de cette culture. Parce que quand on est très jeune, presque adolescente, parce qu'à cette époque, 20 ans, c'était l'adolescence, hein. C'est pas comme maintenant. Donc on se cherche beaucoup. On n'aime pas la vie de nos parents, on voudrait vivre autrement, mais on ne sait pas. On essaye de trouver à qui s'identifier. On cherche, on cherche. Et en fait, quand sont arrivés ces personnages avec ces idées sur la paix, sur l'Inde, sur le rêve, sur la rencontre, sur le voyage, moi, j'ai dit, c'est ma vie, ça. Moi, c'est ça, ma vie. Et puis, tu te retrouves sous la Tour Eiffel. Alors, avant de se retrouver sous la Tour Eiffel, eh bien, c'était donc un soir de juin ou juillet 70. Je travaillais, comme tous les étés, je travaillais pour gagner un peu de sous pour le reste du temps, quoi, pour l'année. Et le soir, on sortait parfois avec des amis. Et là, j'étais sortie et j'ai rencontré par hasard, par le plus pur des hasards, sur le boulevard Saint-Michel, un ami que j'avais rencontré peu de temps avant. Et cet ami-là, qui s'appelait donc Teddy, qui était photographe, était avec un autre gars qui s'appelait Jean-Pierre, qui commence à me dire, moi j'étais avec un autre ami qui s'appelait François, qui commence à me dire, ben moi j'ai un autobus là, je fais des voyages, il est garé là, boulevard Saint-Michel. En fait c'était un autobus anglais qu'il avait acheté à Londres, où à l'époque on pouvait acheter des vieux bus comme ça, et puis il organisait des voyages, mais comme ça, à la bonne franquette, hein. C'était pas une agence, rien du tout, c'était un gars qui avait acheté un bus et qui disait, voilà, autour de lui, eh ben voilà, je fais ça, à l'époque c'était 1000 francs, c'était rien du tout, c'est 150 €.
hein, 150 € pour un aller-retour Paris-Delhi. Mais on n'avait pas besoin de visa à l'époque pour traverser tous ces pays. Comment ça se passait? Alors, écoute, je me Tu souviens étais parti plus. avec ton passeport ou... Oui, oui, j'avais mon d'accord. passeport, oui, oui. Alors, est-ce qu'il fallait un visa? Non. Donc Non, à parce que l'entrée, on à l'entrée de tamponnait? chaque pays, on se faisait faire le visa. Lui, il avait l'habitude. Il avait fait ce voyage plusieurs fois. Il nous a dit aucun souci, on part, on part, on se met sous la Tour Eiffel et on part. Et D'accord. puis on s'arrête dans chaque pays qui demande un visa, à la frontière d'avant, on se fait les visas et on continue. Et donc, vous vous donnez rendez-vous un jour pour le départ. Sur Oui, ce- c'est ça. Alors moi, mon problème, c'est que le départ se situait une semaine après que j'ai fait cette rencontre, dans Boulevard Saint-Michel. Donc les autres personnes qui partaient, il y avait 25 personnes, préparaient leur voyage depuis longtemps. Moi, pas du tout. Non seulement je ne le préparais pas, mais en plus, ce n'était pas du tout prévu dans mon emploi du temps, puisque je devais partir à New York avec un autre copain, passer quelques temps, et puis voilà. Et en fait, j'ai eu envie de partir en Inde, de tout arrêter. Et là, moi, j'habitais chez mes parents. Donc, ça a été une horreur. Ça a été une horreur. Quand je suis rentrée le soir, je leur ai dit, je pars plus à New York, je pars en Inde. Ça a été terrible, terrible, terrible. Surtout que mes parents, moi j'étais leur petite fille hein, à la maison. Je vous dis, j'avais 22 ans, mais à l'époque 22 ans, c'est comme si on avait 16 ans maintenant. Donc ils n'ont pas voulu. Mon père ça a été terrible. Ça a été des crises de tout. Je ne peux même pas décrire, c'était affreux. Et puis, Qu'est-ce que ça représentait l'Inde à l'époque alors pour l'Inde les- représentait, pour des gens comme mes parents, la drogue. Donc je Ah, pense, tout de suite. je pense que dans leur tête, c'est ça. C'était un pays complètement insécure, à mon avis, pour eux, dans leur tête. Et puis surtout, le danger de la drogue, parce que c'était en filigrane sous les choses qu'on entendait. Et c'est vrai que même les Beatles, quand ils chantaient, je ne sais plus, Lucy in the Sky with Diamonds, ou je ne sais quoi, enfin bon, c'était... Trop loin, inconnu. Derrière, il y Ouais. avait quand même la drogue. Donc je pense que mes parents, ils ont eu peur de ça. C'est vraiment, je pense, le problème. Et puis, bon, c'était très loin. Mon père m'a dit, mais quoi? L'Inde, mais ça n'existe pas. Tu ne vas pas partir en Inde, ça n'existe pas. Pour lui, ce n'était pas dans son périmètre connu, comme tu dis, c'est l'inconnu. Donc il pique une crise. Ah oui, il a piqué une crise très forte. Il m'a fait celui qui allait mourir, mon cœur, appeler le SAMU, tout ça. Bon, il m'a fait... ça a été dur parce qu'il m'a dit, ben voilà, quoi, je vais mourir, c'est à cause de toi. Je suis malade du cœur. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu résistes à... J'ai à tout résisté ça. et Ouais. moi-même, j'ai piqué une crise très forte. Je me suis roulée par terre aussi. Et j'ai dit, mais moi, c'est ma vie. Si je ne peux pas faire ça, moi aussi, ok, d'accord, il faut faire mourir. C'est ma liberté. Donc ça a été sa réaction contre la mienne. Voilà, rendez-vous au pied de la Tour Eiffel. Donc le voyage était censé se passer en 3 mois. C'est-à-dire qu'un mois, avec Jean-Pierre, donc qui est en autobus, on faisait le trajet Tour Eiffel, New Delhi, hein, en s'arrêtant toutes les étapes qu'il fallait en Europe, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, pour arriver à Delhi. Et ils nous lâchaient là-bas, en fait, chacun faisait ce qu'il voulait pendant un mois. Et le dernier mois, on était censé se retrouver à New Delhi, à Connaught Place, pour repartir à Paris, sous la Tour Eiffel. Et à l'aller, quand vous êtes parti, vous dormiez, enfin la nuit, il ne roulait pas la nuit. Non, la nuit, il ne roulait pas. Donc vous arrêtiez où? Comment ça se passait? C'est dans les campings ou il connaissait des endroits Il avait déjà fait le voyage, donc il connaissait des endroits, mais c'était souvent complètement sauvage. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait s'arrêter sur une plage, dormir au bord d'une rivière, sur des cailloux. Je me souviens avoir dormi une nuit sur des grosses pierres, mais bon, on était jeunes. Hein. On pouvait, voilà.
parfois, au bout de 4-5 jours, quand on ne s'était pas lavé depuis 4-5 jours, on allait ils nous lâchaient dans une ville comme à Istanbul, et puis ils nous disaient, bon là il y a un petit hôtel, ou bien là il y a un petit truc, on peut se laver dans les toilettes. Enfin voilà, c'était quand même très roots, c'est le cas de le dire. Tu étais déjà parti vers, vers la Turquie ou vers d'autres pays Non, non, avant? non, j'étais jamais partie en Turquie. L'année d'avant, j'ai dû partir en Grèce, mais jamais si loin, non, non, non. Et là, comment ça se passe pendant le voyage? Les 25 personnes que tu connaissais pas, les gens ils se connaissaient pas trop. Voilà, mais quand on est jeune, on se parle. Alors, Tous français ou il y avait des gens de... tous français, au départ de Paris, mais ensuite, Jean-Pierre avait dû prendre contact avec d'autres personnes qu'on prenait en cours de route. C'était, je me rappelle, en Suisse, il me semble, quelque part, parce qu'on était passé par Zurich, je crois. Un autre, Batouchka, qu'on avait pris, je crois, en Iran, quelque part. Il y avait des gens qu'on lâchait en cours de route et d'autres qu'on reprenait. Lui, il avait fait son petit trajet comme ça. Et la plupart faisaient la route complète de Paris à Delhi. Et en fait, on se parlait. Il y avait un Hongrois, si, j'avais un Hongrois, mais qui parlait français, Laszlo. Et on était tous jeunes, sauf une femme, que je raconte un peu dans le bouquin, qui avait la cinquantaine. Et que pour nous, c'était un ovni, quoi. On se disait, qu'est-ce qu'elle fait avec nous, quoi. On était hyper sectaires, en fait, parce qu'elle nous parlait pas, on lui parlait pas, on savait pas ce qu'elle faisait, ce qu'elle allait faire là-bas. Et on n'était pas sympa avec elle, quoi. On lui parlait pas. On l'avait surnommée Tartine. Et puis, bon, c'était la seule qui détonnait. Après, les autres, on se parlait. Et puis moi, effectivement, au bout de 3-4 jours, alors dès qu'on descendait, on se faisait du thé, on prenait ça dans des thermos, parce que le voyage, il pouvait durer 8 heures d'autocar ou plus, sans s'arrêter, hein. Le gars, Jean-Pierre, c'était un mec qui était vraiment une armoire à glace, qui avait fait la marine. Et heureusement, je ne sais pas si je le raconte dans le bouquin, mais il m'a sauvé la vie quand même lors d'une noyade où j'ai failli partir, hein, où j'arrivais plus à remonter. Qu'est-ce que je disais? Et oui, donc lui, il était, je ne sais plus ce que je disais là, j'ai eu un blanc. Oui, alors les autres personnes, voilà, parce que les autres personnes, il y avait des petits profs, hein, qui faisaient ça comme une aventure. Mais qui avaient tout le temps la chiasse dès qu'ils arrivaient quelque part. Enfin bon, il y avait des gens assez différents finalement. Et il y a eu une fille avec qui ça a collé vraiment, ça a matché vraiment très fort entre elle et moi, qui, elle, partait pour faire de l'humanitaire. Alors moi, j'étais partie sur un coup de tête, comme si j'allais en boîte de nuit presque. J'étais maquillée, j'étais apprêtée, j'étais quand même quelqu'un d'assez coquette et tout. Et elle était presque tondue, elle avait une espèce de kurta grise foncée, très austère. Et puis, à un moment donné, à Istanbul, on a dû faire une promenade ensemble, au bout de 4 jours de voyage. Et là, on a fait un petit balade en barque sur le Bosphore, et là, on a matché vraiment, on s'est bien compris, on s'est super bien entendu. Et ça a été donc une rencontre qui a beaucoup compté parce que elle partait pour 1 an. Elle avait donc fait des économies, elle travaillait à Paris, elle avait fait des économies pour vivre là-bas pendant 1 an, pour faire de l'humanitaire, etc. Donc elle était préparée pour Elle ce était voyage. préparée pour ça. Moi, pas du tout, puisque j'étais partie sur un coup de tête, je ne sais même pas pourquoi. Et avec l'argent juste pour rester 1 mois. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en fait, on a continué notre voyage ensemble parce qu'on s'était très bien entendu. Et alors, la partie du voyage qui m'a échappé complètement, c'est en fait à cause et grâce à elle, parce que
j'ai pas pris mon billet de retour. Je l'avais payé après de Jean-Pierre, mais après un mois de voyage en Inde, hein, avec elle hein, et d'autres personnes qu'on a rencontrées en cours de route, elle ne voulait plus rester avec, enfin, elle voulait pas rester avec moi. C'était parce que moi j'étais partie avec un Indien que j'avais rencontré et elle s'entendait pas avec lui. Donc elle m'a dit, écoute, de toute façon, si tu veux, tu rentres pas à Paris. Moi, mon argent, je le partage avec toi. On le partage parce que moi j'ai de l'argent pour rester 1 an, donc on le partage. Moi, j'ai dit, bon, bah écoute, j'ai tout dépensé pendant un mois. Je pensais rentrer après un mois. Ok, d'accord. Mais au bout d'un mois de voyage, elle n'est pas venue avec moi. Elle est partie à Bangalore m'attendre, pendant que moi, j'étais chez un copain à Madras, dans sa famille, parce que j'avais une relation amoureuse avec lui. Et que du coup, voilà. Et moi, à un moment donné, la relation amoureuse, elle s'est arrêtée assez vite. Et j'ai dit à Sylvie, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, hein, on s'écrivait. Voilà, écoute, moi je remonte à Bombay parce que voilà, j'ai plus rien à faire à Madras. Est-ce qu'on se rejoint comme on avait dit? Voilà, puisque toi tu es à Bangalore. Entre-temps, elle m'écrit une lettre. Ben moi à Bangalore, j'ai rencontré l'homme de ma vie, donc je ne bouge plus, voilà. Donc ce qui fait que moi, je me suis retrouvée à Bombay sans argent. J'avais plus que 20 roupies, je me souviens. Et je n'en voulais absolument pas à ma copine, hein. C'est sa vie, c'était très bien. Et puis moi, j'étais heureuse de toute façon. Hein. Voilà, donc rien ne me faisait peur. Et bien sûr, du jour au lendemain, j'ai eu plein de propositions pour faire du cinéma. Mais comment tu as rencontré des gens comme ça dans l'industrie du cinéma à Bombay? Mais on ne cherchait pas. À l'époque, dès qu'on était c'est les gens européens, de casting qui venaient. alors, au Rex Hotel, hein, qui était à Colaba, dans le quartier, un quartier populaire, où il y avait beaucoup de voyageurs qui s'arrêtaient. Il y avait 2, 3 hôtels qui étaient particulièrement prisés des voyageurs, le Rex, le Steeples, et aussi il y avait Salvation Army, enfin 2, 3 trucs comme ça. On était tout près du Taj Mahal Hotel, mais c'était des petits boui-boui pas chers. Et il y avait, et comme on était pas mal d'Européens, d'Américains, il y avait un type dont je ne me souviens plus le nom, qui faisait des castings, c'est lui qui venait. Il venait au Sunrise tous les matins pour dire on a besoin de figurants pour tel ou tel film. Et puis il choisissait les gens qui semblaient lui convenir. C'était payé 40 roupies par jour à cette époque-là, ce qui était énorme par rapport à la paye d'un ouvrier qui en gagnait 60 par mois. Donc moi, on me choisissait tout le temps. Parce qu'ils cherchaient, je pense, des gens qui faisaient quand même européens, blancs, de peau, bien habillés, parce qu'ils ne cherchaient pas du tout les hippies un peu dégueulasses, un peu mal habillés et tout. Ils cherchaient des gens plutôt corrects, parce qu'ils cherchaient... alors dans les films de l'époque, les films indiens de l'époque, si vous regardez, on voit toujours derrière, il y a les scènes principales, et derrière, il y a toujours des Européens qui passent avec des lunettes de soleil, qui vont prendre un avion. Cosmopolite. Je sais pas, ça avait, c'était dans l'air du temps. Il fallait faire ça pour que ça fasse classe, quoi. Je sais pas. Ça fait très cosmopolite. Une grande ville, Bombay, souvent. Mais même si ça se passait pas à Bombay, il fallait toujours derrière des Européens qui dansent, qui vont prendre l'avion. Qui, voilà, je sais pas, c'est pour donner, oui, un faire-valoir un peu globale, un peu internationale. Ouais. Oui, parce que les films indiens de l'époque, c'était pas du tout comme maintenant. Hein. C'était beaucoup avec des dieux, des déesses et des dieux. On voyait Hanuman, on voyait, enfin, tous les... Oui, toujours des temples où voilà. Il se passait des choses sur le plan religieux. Sur le plan religieux, avec des histoires d'amour très compliquées, qui collaient jamais, mais toujours avec des procès, toujours beaucoup de procès, de gros coups. Et puis toujours derrière, il fallait en toile de fond un petit côté, je ne sais pas comment appeler ça, parce que oui, c'était... parce que c'était rare à l'époque, les Européens quand même. C'était rare, hein, il faut le savoir, c'est pas comme aujourd'hui où... on va en Inde, on en voit partout. Là, à l'époque, c'était assez rare quand même. Et ça te plaisait d'être dans le cinéma à la fois cette ambiance un peu drôle, complètement décalée,
Et puis tu gagnais Ah bah oui, beaucoup d'argent, carrément. on va Là, dire. c'était merveilleux. On gagnait des sous. Bon, il fallait beaucoup attendre les réglages, les machins, les trucs. Mais on n'était jamais tout seul. Déjà, on était au moins 4 ou 5 Européens, ou Américains d'ailleurs, à être recrutés. Et donc, on discutait, on blaguait, on fumait, évidemment. Et puis on rigolait parce que les films indiens, nous, ça nous faisait éclater de rire. C'était trop drôle. C'était vraiment, tout était exacerbé, tout était, on aurait dit, un peu des bandes dessinées, quoi. C'était, à l'époque, c'était énorme. À l'époque, tout le monde fumait, hein, même sur le tournage, sur les plateaux de tournage. Non, 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 non. non, non. À part, dehors. Ah, oui, non, à Ouais. part, c'était pas quand même aussi bien vu que ça, non. Ouais. C'était quelque chose d'assez populaire de fumer, hein. Bien sûr. On Oui. le voyait plutôt dans la rue par des gens qui étaient, enfin des pauvres, qui Ou vivaient même dans dans la les rue. temples, dans les... Dans les temples. Pas à l'intérieur des Non, temples, non, non, non. non, pas dans les temples, non. C'était Non, non. plus dans les rues. C'était le côté un peu interlope, un peu, voilà, c'est le monde de la nuit, le monde un peu marginal, c'était plutôt ça. Nous, les Européens ou Américains, bon, beaucoup, la plupart fumaient, hein. Moi, à l'époque, j'avais quasiment jamais fumé, hein. Donc c'était assez rare. Et je fumais pas beaucoup en plus, c'était vraiment... mais euh, indépendamment de fumer, on rigolait, vraiment on rigolait. C'était Oui, c'est ça. la joie, Et l'euphorie d'être... voilà, l'euphorie, c'était l'aventure, quoi. C'était vraiment l'aventure. Et enfin, dans la bonne humeur, parce qu'il n'y avait pas, il y avait rien de moche qui se passait. Tout était plutôt souriant, aimable. Voilà, donc c'est vrai que faire du cinéma à Bombay en 1970, enfin de la figuration, en tout cas, c'était monnaie courante pour plein de gens. Mais moi en particulier, on m'a beaucoup demandé. Donc moi j'avais du boulot tous les jours. J'étais une belle fille sûrement. Et puis j'avais aussi un petit peu le type indien quand même, qui recherchait. T'es Mais brune, t'étais voilà, complètement j'étais brune avec... brune, mais blanche de peau, et puis des rondeurs. Bon, je crois que je correspondais au canon de la beauté qu'ils recherchaient à cette époque-là. Mais on ne te Donc, demandait pas de mettre un sari ou un habit à bah, l'indienne comme les... Si? pas spécialement. Tous les matins, quand on arrivait au studio, on passait par la maquilleuse, habilleuse, hein. Oui. Donc, suivant le film, on nous coiffait, on nous habillait des pieds, et on nous maquillait des pieds à la tête. Moi, souvent, c'était plutôt des robes de bal, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Des coiffures, des maquillages, mais non, pas de sari, parce que justement, c'était quelque chose qui... Non, le sari, c'était pour justement leur monde à eux. Et puis nous, les Européens, on devait montrer qu'on était des Européens, Et hein. donc, ils Ah, séparaient comme ça ah oui, oui, les- tout oui. à fait, tout à fait. Super. Et Et tu es d'ailleurs, resté combien de temps comme ça à travailler sur les plateaux de cinéma de Bombay eh ben, je suis depuis restée Mindy? très longtemps, parce que en fait, donc quand mon premier voyage s'est arrêté, c'était fin août. Donc quand je suis arrivée à Bombay sans un sou, quand ma copine a voulu rester à Bangalore avec son grand amour, c'était le début septembre. Donc j'ai travaillé tout septembre, octobre, novembre, et puis une partie de décembre, puisque je crois, d'après mes souvenirs, que je suis partie le 8 décembre. Bon, alors, c'est une histoire qui m'est arrivée donc par la suite, puisque sur un des plateaux de cinéma, j'ai rencontré des gens, dont la personne dont je parle dans mon livre, qui était un scénariste, un jeune scénariste, pas du tout connu, qui s'appelait Javid, hein, Javid Akhtar, et qui est venu plein de fois me voir à l'hôtel, etc., et qui m'a encouragée, enfin, qui était amoureux de moi. Bon, là, c'est l'histoire
que je raconte dans mon livre, qui s'est passé après, effectivement, qui voulait m'épouser, tout simplement, alors qu'on n'avait même pas échangé un baiser. Jamais. Il s'est mis dans la tête de m'épouser, voilà. C'était comme ça à l'époque, hein. Simplement une proposition. Hein. C'était plus qu'une proposition, c'était je veux me marier avec toi, voilà. Donc, moi, évidemment, non, je venais de découvrir la liberté. Il n'en était pas question de se marier. Ça m'a fait rigoler aussi, parce que je trouvais que c'était même pas sérieux comme proposition. Mais, parallèlement à ça, évidemment, j'avais ma bande de copains, on fumait de temps en temps, Javid venait de plus en plus nous voir, ils nous aimaient bien tous. On passait des soirées ensemble, on parlait, on rigolait. Enfin. Et il y a un moment, moi je ne m'étais pas aperçue que mon visa était périmé. Mon visa pour l'Inde était périmé. Et lors d'un petit voyage que j'avais fait à Delhi, il a fallu que je quitte l'hôtel. J'avais laissé mes affaires aussi d'ailleurs, pour quelques jours, pour aller chercher justement un bagage que j'avais laissé à Delhi chez le major Ramachandra. Je suis revenue à l'hôtel et là, j'ai dû repasser mon passeport à l'hôtel. Et là, ils ont vu que c'était périmé. Et là, ils m'ont appelé les flics, tout simplement. Ah, c'est l'hôtel qui appelle les flics. C'est l'hôtel qui m'a appelé les flics. Bon, il faut dire que le gars de l'hôtel m'avait quand même fait des avances et que j'avais refusé. Donc après, je me suis dit, peut-être que c'était par mesure de rétorsion aussi qu'il l'a fait. Mes copains m'ont prévenu qu'il avait appelé les flics et du coup, quand je suis revenue à l'hôtel, ils sont venus me chercher dehors, ils m'ont dit ne reviens pas, il y a les flics qui t'attendent. Donc je ne suis pas allée à l'hôtel, j'ai attendu un petit peu que les flics repartent. Et après, je suis venue redormir à l'hôtel, mais dans la chambre d'un copain, sans me faire voir. Et on me pressait quand même de plus en plus, et on m'avait convoqué à la police. Donc, et là, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire autrement, il faut que j'aille à la police. Hein. Et donc, le lendemain, je suis allée à la police. Moi, il me semblait que je faisais rien de mal. Je faisais rien de mal. Donc, tu vivais en Inde. Je vivais en Inde. Je ne sais pas dire que je faisais du cinéma parce que, à l'époque, je croyais qu'ils allaient pas me mettre en prison, mais qu'il ne fallait pas faire ça, parce que c'était un truc au black ou je sais pas quoi. Enfin, je savais pas trop, mais j'ai pas osé leur dire ça, en fait, parce que ça aurait été beaucoup plus simple de leur dire. Tout fonctionnait au cash à l'époque. Il n'y avait pas de. Voilà, il n'y avait pas de fiche de paye et tout. Donc j'ai eu peur de leur dire bêtement, et donc ils croyaient peut-être que je me prostituais. Enfin, je sais pas ce qu'ils en ont pensé, mais. Et du coup, ils m'ont un peu engueulée, hein, mais moi, je voyais ça un peu comme une gamine qui parle à ses parents. Je dis, mais non. Et je parlais en anglais et je leur dis, mais non, vous savez, moi, je sais ce qu'il faut faire et pas faire, je suis quelqu'un de bien. Et je leur ai dit en anglais, je voulais leur dire, j'ai la tête sur les épaules. Et je leur ai dit, I have my head on my shoulders. Mais ils sont partis à mourir de rire, ils se tenaient les côtes tellement ils rigolaient, parce que cette expression en anglais devait être drôle pour eux. Mais du coup, ils ne m'ont pas embêté parce qu'ils ont rigolé en fait. Ils m'ont laissé repartir et ils m'ont dit bon, retourne chez toi, mais il faut que tu reviennes avec un visa en règle. Oui, tu sentais que bon, c'était peut-être aussi, peut-être qu'un bakchich aurait aussi réglé l'affaire, j'en sais rien. Ça se passait effectivement un peu, voilà, comme ça. Ouais, ils n'étaient pas méchants. À la bonne franquette. Non, ils ne m'auraient pas tabassé, ils ne m'auraient pas mis en prison. En plus, moi, j'étais mignonne comme tout, j'étais naïve. Ils voyaient bien que je n'étais pas une délinquante ou je ne sais pas quoi. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Je les ai fait rire malgré moi, et puis voilà. Mais ils m'ont dit, on ne vous lâchera pas, il faudra revenir avec un visa en règle. Et donc, me voilà repartie à me dire comment je vais faire. Donc, j'avais des copains, je dis, vous ne savez pas comment je peux faire un visa? J'allais à l'ambassade de France, c'était compliqué. En plus, mes parents n'arrêtaient pas de téléphoner à l'ambassade de France, parce que là, ils voyaient que je ne rentrais pas au bout d'un mois, 2 mois. Là, ils devenaient fous. Parmi les gens qui partaient, les Occidentaux, il y avait des gens qui pouvaient tomber, pas forcément dans la délinquance, mais pour survivre, un peu de trafic. Complètement, oui, complètement. C'est vrai? Oui, ah, complètement.
complètement. Si tu veux, il y avait une nette différence entre les gens, j'ai presque envie de dire comme moi, qui étaient quand même relativement sains d'esprit et de corps, qui ne tombaient pas dans le shoot et tout, mais il y avait ceux qui tombaient dans le shoot, qui étaient des junkies, hein, qui faisaient un peu n'importe quoi, qui se lavaient plus, qui zonaient dans la rue, tout ça pour se payer leur dose. C'est vrai, il y avait ça. Et ça, c'était une nette différence entre ces gens-là et les autres. Fumer, c'était pas... Déjà en 70, ils se shootaient quand même. Ah oui, oui, il y avait mais des... c'était pas très facilement disponible. Alors, je ne sais Ces pas comment ils produits. faisaient. Je ne sais D'accord. pas du tout. Donc tu as croisé quand même des gens comme ça? Beaucoup, bien sûr. Oui, oui, oui. Ah oui, il y avait ça, oui. Oui, oui. Et je comprends que du coup, ça faisait peur et aux flics, et à mes parents, et à plein de gens, parce qu'il y avait ça. Et oui, il y avait ça. Et Javid aussi a eu peur de ça pour moi. C'est pour ça qu'il m'a, à un moment donné, dit ben, si tu ne veux pas m'épouser, il ne faut pas que tu restes ici, parce que tu vas devenir une junkie, tu vas devenir une hippie, tu dois rentrer chez toi, reprendre tes études, rester quelqu'un de sérieux. Il avait peur de ça pour moi. Donc en fait, pour les Indiens, il y avait cette notion hippie égale junkie où on peut tomber hein, bien sûr. dans la Et drogue. je pense que l'époque charnière où ça s'est carrément divisé, c'était vraiment à ce moment-là. Parce que moi, j'avais été à Goa cette année-là, où les gens vivaient portes ouvertes, en bonne compagnie et tout. Et j'y suis retournée 2 ans après. C'était fini parce qu'il y avait eu ces gens-là, les junkies, les gens qui avaient exagéré sur tout, qui étaient des malades hein, en fait, mais qui mettaient de l'insécurité, qui mettaient un peu partout de la méfiance, où ça avait tout changé, les rapports entre les gens, ça avait changé, oui. Donc c'était une époque charnière où ça se passait encore en 70, mais où les gens, les Indiens, hein, ont appris à faire la différence et à dire ben non, on ne peut plus accepter ça parce que ça s'est transformé, effectivement. Quand tu vivais à Bombay, donc en travaillant sur les plateaux de cinéma, tu faisais des allers-retours. Des fois, tu allais à Goa, comme, je ne sais pas, pour le week-end ou pour quelques jours, quand il n'y avait pas assez de travail, ou tu partais vraiment pour rester quelque temps, ou tu es resté... Bah, la vie à Bombay, moi j'ai adoré. Hein. Donc entre ça, le boulot et puis mes amis et ce que je faisais, j'allais au ciné-club, j'allais à la plage à Juhu, j'allais à Jehangir Art Gallery où je rencontrais des tas de gens intéressants. Il y avait l'Alliance française où je voyais des films français. J'avais ma petite vie en fait. Hein. Donc j'avais pas besoin d'aller ailleurs. Et une fois, avec mes amis, on s'est dit, bah, tiens, on irait bien passer quelques jours à Goa. Donc oui, on est parti à Goa. En bus ou vous étiez parti? Non, non, en bateau, de Bombay. On prenait le bateau. Il y avait une traversée qui durait une nuit, je crois Oui, me c'est un souvenir. bateau de nuit, hein. Je Oui. me souviens, oui, j'avais fait ça. Et voilà, on arrivait là-bas, on louait une petite bicoque sur la plage. Et puis voilà, quoi, c'était... Formidable. Et à Goa, donc, c'était en hiver? Enfin, l'hiver. Bah, C'était l'hiver, le beau au mois temps. c'était novembre, Oui. c'était comme l'été, comme plein été en ce moment ici, hein, 30 degrés à l'ombre. Ouais. Mm. Et tu parles, à un moment donné, tu as parlé de Monsieur Ramachandra. C'était qui ce monsieur? C'était un... Il n'était pas à Bombay. Non, il était à Delhi, dans une ashram, je crois, alors moi j'avais entendu parler de lui à Paris par des amis par des amis avaient été en Inde et, c'était l'adresse que les Européens se refilaient. Mais lui, il était dans une mystique totale, hein, ce Ramachandra. Alors moi, je me rappelle, j'étais allée le voir comme tout le monde, arrivé à Delhi, en me disant qu'est-ce qu'il va nous dire. Je savais pas trop, mais j'étais allée le voir avec cette copine
que j'avais rencontrée, qui elle justement voulait venir faire de l'humanitaire la première fois, on était allés ensemble le voir. Il nous avait simplement dit, bon déjà, habillez-vous comme les gens ici, c'est mieux, la kurta et le pantalon, là, le sarwal Salwar blanc. kameez, oui. Oui, salwar, oui, c'est ça. Voilà, habillez-vous comme ça. Et puis, il nous avait dit, qu'est-ce que vous venez chercher ici, quoi? Mais moi, je savais pas. Je me rappelle, j'avais été un peu toute bête devant lui. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venue chercher? J'en sais rien. Moi, je suis venue sans aucun a priori. Ma copine, elle avait plus de raisons. Elle était venue vraiment, elle avait un peu étudié avant le pays, savait qu'il y avait de la misère, qu'elle pouvait aider. Mais moi, rien du tout. Moi, j'ai débarqué là comme si je débarquais n'importe où, quoi. J'ai aucun préjugé, rien. Et quand alors bon, il nous a reçus très gentiment, bien sûr. Vous pouvez prendre une douche, vous pouvez laisser vos affaires, voilà. Il était habillé comme Gandhi. Et voilà, quelqu'un de très portes ouvertes, accueillant, dans la mystique totale hindouiste, je pense. Et puis voilà. Et tu n'as jamais eu, tu n'as jamais été paniqué à un moment précis où en Inde, à un moment donné, on peut se dire, pendant tu es loin de chez toi, tu n'as pas eu une sorte de blues, qu'est-ce que je fais là est-ce que l'Inde t'a jamais effrayé? La foule, des gens, Alors, souvent ça arrive, ce qu'on appelle syndrome de voyage, souvent les Occidentaux, ils paniquent. ce voyage-là, ce premier voyage-là, non. Non, parce qu'en fait, j'ai eu, au bout de ce premier mois de séjour à Delhi, donc quand je me suis en Inde, quand je me suis retrouvée à Bombay, donc avec ces 20 euros en poche là, et que 20 roupies, pardon, je me suis retrouvée là-bas. Comment dire, j'avais dans l'idée que j'allais rentrer chez moi avec ma valise pleine de souvenirs que j'avais achetés pour mes sœurs, mon frère, mes parents, que j'avais collecté un peu partout dans le voyage entre l'Iran, l'Afghanistan, enfin toutes les petites choses que j'avais achetées, tout ça. Et je pensais retourner à Paris, donner tout ça à ma famille, et puis voilà. Et il s'est passé une chose, c'est que quand j'ai fait mon petit voyage aller-retour à Ramachandra, voir Ramachandra pour récupérer mon bagage, parce que je pensais repartir, que je me suis fait tout piquer ma valise avec mes souvenirs que j'avais achetés pour donner à ma famille. Dans l'ashram À l'hôtel Rex Hotel. J'avais quitté Rex Hotel pour aller récupérer un bagage à Delhi que j'avais laissé pour revenir à Bombay, reprendre l'avion. Pendant ce temps, j'ai laissé mes affaires à Rex Hotel et c'est là que je me suis fait tout voler. C'est-à-dire que je pensais que je pouvais laisser cette valise-là et en fait, quand je suis arrivée, quand je suis revenue, elle était vidée. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un très 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 gros choc parce que en fait, c'est comme si mon espoir de retour, il était fini. J'avais plus à revenir chez moi. Tout ce que j'avais acheté en vue de ramener à ma famille, tout avait disparu. Et là, ça a été un gros choc pour moi. C'est comme si j'avais tout perdu d'un coup, tout ce qui me rattachait à mon pays, à ma famille, à mon retour. Et je croyais que j'allais beaucoup souffrir. J'ai beaucoup souffert à un moment, j'ai crié, j'étais pas contente, j'ai hurlé, alors mes amis sont venus, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment pleuré et tout. J'ai même fait venir la police, je crois, en leur disant, alors là, ils m'en ont beaucoup voulu à l'hôtel, parce que moi, de bonne foi, on m'a volé mes affaires là, j'appelle la police, quoi. Mais tout le monde dit, comment t'appelles la police? Ben oui, j'appelle la police. Et du coup, il y a eu ce moment où, bon, plus de visa, plus rien, plus aucun vêtement personnel, plus rien, on m'avait tout pris, plus aucune attache en fait. Tu t'es senti paumé, quoi, un peu Ben, j'aurais dû me sentir paumée, j'aurais dû.
Mais en fait, je me suis sentie mais libérée. Extraordinaire. Ah oui, là, il s'est passé quelque chose. Oui. C'est comme si que tout ce qui me rattachait à mon ancienne vie, on va dire, qui m'a été volé ou que j'avais plus, ça aurait pu me paniquer, me rendre. Il y a eu un bref instant où ça m'a. Et puis d'un seul coup, je me dis, mais c'est comme si on m'avait coupé des liens qui m'attachaient, mais qui n'étaient pas nécessaires et qui m'ont libérée de quelque chose. Je me suis sentie beaucoup plus libre d'un coup. Et tu continues, même après ce vol, tu continues ton séjour encore quelque temps. Plus que quelque temps, parce que là, c'est pour moi, ça a été devenu. C'est là que je me suis mis à vivre comme si c'était ma ville, quoi. Et je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé en finale, parce que je me souviens de lettres que j'envoyais à mes parents, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tout ça. Donc il fallait s'écrire, les lettres mettaient 5-6 jours, des fois une semaine à arriver. Donc moi je disais à mes parents, ben, chaque jour on entraîne un autre, ça va quoi, je sais même pas pourquoi vous me demandez ça, je suis bien, je suis heureuse, c'est tout. Chaque jour, chaque matin, je me dis, ah bah tiens, il y a une nouvelle journée. C'est tout. J'ai jamais vécu le moment présent comme à cette époque-là, quoi. C'était du présent permanent en fait. Et la France, Paris, ça ne te manquait pas? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, Tu pas t'es du tout. habitué au repas, Thalie, Ah mais ça, j'adorais. Deza. J'adorais, j'adorais. Il y a juste eu un moment où des choses peut-être m'ont manqué, enfin des choses, du fromage ou du saucisson, des choses comme ça qu'on trouvait pas trop à l'époque. Euh, mais c'est drôle parce que juste en face de Rex Hotel, il y avait une laiterie qui était la seule à vendre justement du jambon ou des choses comme ça qu'on trouvait pas. Mais franchement, j'ai jamais eu de manque là-dessus, jamais. Non, non, jamais. C'est plutôt maintenant les talis qui me manquent ici. Donc tu t'étais dit à un moment donné, ici, je peux vivre, je peux continuer à vivre. Absolument. Surtout que de plus en plus on me sollicitait au cinéma et plus parce qu'on m'avait dit ben écoute, si tu restes ici 1 an, que tu apprends l'hindi, on m'avait promis des rôles principaux. On m'avait dit tu pourrais. Moi, je faisais partie des personnes, si tu veux, qui leur plaisaient. Parce qu'à l'époque, ils cherchaient les stars comme ça, les vedettes, pas sur leur physique tout simplement. Du moment qu'elles savaient dire 3 mots, et c'était ça. Hein. Tu étais Donc, t'étais bien dans cette ambiance, ah, parfaitement tu bien. commençais à être Parfaitement professionnel. bien. Je me sentais même riche. Je veux dire, chose que je ne me suis jamais sentie en France riche, parce que je faisais partie des pauvres ici. Donc, me sentir riche là-bas, me sentir adulée, me sentir admirée, me sentir désirée, me sentir. Voilà. Tout me souriait en fait. Oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, je ne voulais pas du tout partir. Donc, quand Javid m'a proposé de m'épouser, ça m'a fait rigoler. Mais ensuite, quand il m'a dit je vais puisque tu ne veux pas m'épouser, il faut que tu rentres chez toi, j'étais pas contente du tout, pas contente du tout après lui. Et quand il est venu m'apporter toutes ces économies pour que j'achète mon billet d'avion, j'ai pas voulu le faire non plus. Je me suis dit mais non, j'en veux pas de ces sous moi. Et puis il m'a un peu forcé finalement à repartir. Entre lui qui m'avait apporté la possibilité de rentrer chez moi, et mes parents qui n'arrêtaient pas de téléphoner à l'ambassade, et mon père qui pleurait à moitié, rentre, rentre, rentre. Ben oui, je me suis vue obligée de rentrer. Mais moi, ça a toujours été pour moi quelque chose que j'ai regretté, vraiment. Ouais. Moi, ma vie, elle était partie comme ça. Et finalement, tu rentres, tu prends l'avion. Qu'est-ce qui t'a marqué au moment du départ, vraiment, du retour, on va dire, quand l'avion décolle, ou même quand tu traverses l'immigration, tu passes? Alors, déjà, j'avais
on m'avait pris mon passeport parce que j'avais été en Israël l'année d'avant, ou 2 ans avant, et il y avait le visa israélien dessus, et devant traverser des pays arabes à ce moment-là qui voyaient ça d'un très mauvais œil, à l'ambassade, ils m'avaient dit on va faire voyager votre passeport dans la valise diplomatique et on va vous donner un laissez-passer. Donc déjà, bon, Ah oui, oui. d'accord. Et donc voilà, déjà c'était bizarre. Au départ de l'aéroport, Javid Akhtar est venu avec moi jusqu'au dernier moment et ma valise pesait beaucoup plus que les 20 kilos qui étaient. Donc moi j'ai essayé de dire ah ben non je payerai pas de supplément. D'ailleurs j'avais pas d'argent. Je ne voulais absolument pas parce que je me suis dit s'il me laisse pas partir tant mieux. Et en fait, je me rappelle, je criais, j'étais pas contente. Enfin, vraiment, ce départ, il s'était pas bien passé, quoi. J'étais pas contente de partir. Donc, j'engueulais tout le monde à l'aéroport. Je me disais, je m'en fous, je veux pas y aller. Voilà. Et donc, c'est Javid Akhtar qui m'a mis dans l'avion, finalement. Et je crois qu'il a même payé pour le supplément de bagages parce que moi, je voulais pas. Départ forcé. Départ forcé, ouais, départ forcé. Et quel sentiment une fois que tu es dans l'avion où Ah, mais il n'y j'étais a plus très malheureuse. d'échappatoire? J'étais très malheureuse. J'étais placée à côté d'une femme dont je me souviens, on a discuté ensemble. C'était une Française. Et elle m'a raconté une histoire. Alors je me suis dit, quand même, l'Inde, il doit se passer quelque chose avec ce pays parce que c'était un peu similaire à la mienne, son histoire. Elle était venue pour faire un trekking, un truc bien matériel, un petit voyage touristique, quoi. Et elle a eu une histoire avec le gars qui est le guide, avec ceci, avec cela. Elle est restée beaucoup plus longtemps. Elle a failli divorcer de son mari français. Et elle était partie aussi contrainte et forcée. Et on a parlé de ça dans l'avion pendant au moins 2 heures. Je me disais, mais c'est drôle, pourquoi ça arrive, ce genre de choses? C'est drôle quand même, parce que voilà, c'est un pays qui est attachant, en fait, tellement attachant. Il se passe quelque chose toujours là-bas. Et puis les autres voyages que j'ai faits par la suite m'ont toujours prouvé ça. Ça peut faire presque un peu peur, parce que on dirait que ça te révèle, enfin, pour moi, hein, ça a joué ce rôle de révélateur de choses qu'on ne veut pas se dire. Tu vois, c'est comme si Ça réveille tous les sentiments ou de tout ce qui est non-dit. Ça sort. ça fait parler l'inconscient. Moi, je dirais ça fait parler l'inconscient. Parce qu'on se sent vraiment libre dans cette Je ne saurais pas dire pourquoi. société pourtant très complexe. Oui, oui, très complexe, pleine de contradictions, pleine de... à la fois cette misère et cette opulence, surtout à l'époque, était visible partout, puisque dans la rue, je me souviens, là parce que j'y suis retournée plus récemment, on voit pratiquement plus ça, mais à l'époque, devant le Taj Mahal Hotel, qui est l'hôtel le plus chic d'Inde et de Bombay à cette époque-là, on enjambait les corps, les gens dormaient parce qu'il y avait des arcades et que c'était abrité, les gens dormaient là. Bon, le jour, ils enlevaient leurs affaires, là, mais le soir, ils étendaient leur petite couverture et puis ils dormaient dessus. Et quand on voulait marcher sous les arcades, il fallait enjamber les gens qui dormaient. Et on était dans le palace le plus chic d'Inde. Et tout ça, ça se passait comme ça. Enfin, il y a des gens qui ont flippé de ça. Je pense que c'est ça aussi qui a fait vivre peut-être à certains voyageurs ce côté tellement épouvantable que je peux comprendre. Moi, j'ai pas du tout senti ça. Je sais pas. Je me Ça ne t'a situais. pas déstabilisé. Non, ça m'a pas déstabilisée parce que je sais pas, quelque part, moi je me suis toujours placée du côté des pauvres. Parce que moi j'ai vécu l'extrême pauvreté quand j'étais petite et je n'ai pas eu, je n'ai pas le sentiment d'être une nantie. Surtout à cette époque-là. Vraiment pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, je sais pas, mais non, je me suis sentie
faisant partie d'espèces de magma, de foule, complètement, corps et âme. C'est comme si je me fondais dans ces gens, dans la foule, dans... Non, c'est une sensation presque exaltante de ne plus exister en tant que soi-même, mais d'être diffusé dans un peuple, dans des gens, dans une rue, dans des couleurs, dans des odeurs. Je me sens comme ça là-bas. Et paf, t'arrives, retour à Paris. Soulagement pour les parents. Alors, je me souviendrai toujours de ce retour parce que, effectivement, à l'arrivée, bon, déjà, on avait eu une étape, une escale, je ne me rappelle plus où j'avais beaucoup écrit, je commençais à écrire parce que je disais ça, je ne veux pas oublier, je ne veux pas oublier. J'ai raconté un peu des choses. J'ai trouvé le journal intime de quelqu'un que j'ai ramassé, qui était en anglais, que quelqu'un avait oublié là, qui a expliqué, raconté les mêmes choses. Cette espèce d'état d'âme que moi j'avais vécu, et je dis mais c'est quand même incroyable, je ne suis pas la seule, quoi, il doit y avoir quelque chose. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je le traduirai, j'essaierai de comprendre un peu. Et voilà, et arrivé à Paris, ma famille est venue me chercher en taxi. Je me rappelle dans le taxi, moi je pleurais, quoi. Et mes parents, et moi je leur disais, je leur parlais que de la fois où j'allais repartir après. Mes parents, ils étaient affreusement... Enfin, ils n'étaient pas bien, quoi. Ils m'ont dit, mais tu ne parles pas de ça. Et moi, je dis, mais maman, moi, c'est mon bonheur. Tu ne peux pas m'empêcher de faire ça. Elle m'a dit, dur, elle m'a dit, il vaut mieux une personne malheureuse que 6. Parce qu'on était 6 dans la famille, 4 enfants et 2 parents. Elle m'a dit, il vaut mieux, toi, une personne malheureuse que 6 personnes malheureuses. Et c'était déjà entre l'aéroport Oui, et la maison. oui, c'est ça. Oui. Tu avais déjà envie de repartir. Ah Enfin, oui, complètement. Je pensais qu'à ça. Je pensais qu'à ça. Oui, il y a toujours eu dans ce premier voyage un sentiment d'inachevé que j'ai essayé de traduire un peu dans ce livre parce que finalement ce livre à un moment donné j'ai dit bon ben voilà il faut que je le sorte parce que mais c'est le sentiment d'inachevé comme si on m'attendait là-bas et que je devais continuer ma vie quoi. Elle a été coupée. J'ai refait plusieurs voyages après qui se sont pas forcément passés toujours aussi bien d'ailleurs hein, parce que et le deuxième voyage, tu avais fait après combien d'années? alors après ton mon retour premier voyage quand je suis revenue effectivement je voulais retourner tout de suite. Mais ça ne s'est pas passé comme ça puisque j'habitais chez mes parents qui ne voulaient pas me lâcher puis qu'à l'époque, même quand on avait 22 ans, on obéissait à ses parents. Et donc j'ai dû attendre parce que j'ai rencontré mon compagnon tel que l'avait prévu Javid. J'ai rencontré Pas quelqu'un. Monsieur Ramachandra. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est Javid Akhtar, le scénariste, qui a écrit le scénario de ma vie. C'est ce que je lui dis de temps en temps, parce qu'il me dit, mais pourquoi? Je dis, bah oui, parce que finalement, c'est un peu comme si c'est lui qui avait écrit ce scénario que je vivais, puisqu'il m'avait forcé à rentrer. Il m'avait dit, tu rencontreras quelqu'un, tu auras des enfants, et puis tu lui donneras, si tu as un garçon, tu lui donneras mon nom pour me remercier de t'avoir donné cet argent pour que tu rentres chez toi, parce que c'est grâce à moi. Enfin, tu vois, il avait quand même la grosse tête un peu, hein. C'est incroyable. Hein. Et donc j'ai rencontré mon compagnon, qui est toujours le compagnon actuel que j'ai. J'ai eu des filles, donc j'ai pas pu donner le nom de Javid, mais je dis heureusement parce que moi je n'aurais pas fait. J'ai jamais promis ça, tu vois. Bon, donc voilà, mais non, je voulais repartir tout de suite. Mais donc je suis repartie avec mon compagnon. Au mois de juillet, donc un an plus tard en fait. Enfin non pas un an, 6 mois plus tard, parce que je suis revenue en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, enfin 6 mois plus tard, voilà. Et là, bon, c'est une autre histoire, hein. C'est complètement une autre histoire, c'est un autre livre. C'est pas du tout, oui, bien sûr. Oui. C'est un autre livre. Et qui se répondait dans un écho avec ce que j'avais vu là en 2007,
Et là, il y a eu un tel télescopage du temps et de l'espace que je suis rentrée dans un espèce de délire conscient, mais où tout se mélangeait. Tout se mélangeait. Je voyais des choses que j'avais vraiment vues, se mélanger avec des choses que j'avais pas vues, Kalagoda, le cheval ailé qui se promenait, le cheval noir, avec la déesse Kali et tous ses bras qui... Enfin bon, je suis rentrée dans un délire comme si j'avais effectivement pris de la drogue ou fumé, sans rien prendre. Mais le moment où le temps et l'espace, paf, te télescopent comme ça, d'un coup. Tu sais plus, parce que tu es un être humain qui a tes souvenirs, qui sont bien ancrés, et quand ça se répond avec des choses que tu vis dans un autre présent, dans un autre temps, moi ça me fait un effet terrible. J'ai l'impression voilà, que tu rentres dans une autre dimension, quoi. Tu vois, tu rentres dans une dimension où le temps et l'espace, ça n'existe plus. Tu deviens une espèce de... Parce qu'on dit que le temps et l'espace, finalement, c'est la même chose. Et ça se passait quand ça pouvait se passer dans la journée, en prenant un thé, ou quand tu t'allongeais avant de dormir ou... C'est arrivé là parce qu'il s'est passé des choses. Hein. Oui. Après, pour l'écriture, évidemment que je l'ai fait presque comme un exercice mental. Mais ça reste, c'est ce type d'effet, ce mélange de cette fusion entre l'espace et le temps que tu vis, et tout moi, ce mélange, ce sont des images. C'est un sentiment physique. C'est pas des images, c'est un sentiment physique. C'est comme si tu faisais un voyage dans le temps. Enfin, tu vois, c'est comme si tu rentrais dans une capsule qui te faisait voyager dans le temps et que tu te retrouvais dans le même espace, dans un autre temps. Tu vois, parce que c'est le même espace. Enfin, moi, ce qui a provoqué ce genre de choses, c'est de me retrouver dans un même espace, mais 36 ans plus tard. Donc, c'est ma même peau, on est dans une même enveloppe, on va dire, mais mon mental peut faire ce voyage-là, parce que moi, à l'intérieur, je suis la même, finalement. Tu vois, je suis pareil. Donc, je peux très bien me retrouver Josiane, qui était en 70. Tu vois, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps, quoi. Et ce voyage, pour moi, c'est un peu la route aussi, peut-être, tu vois. It can be broken down in words of rhyme. Give you a feel that blows your mind. In time of need, you can see the light. Sweet reggae music is pure delight.